Nous allons commencer un peu en retard, comme d'habitude dans tous ces colloques-là. Il faut garder la tradition. Euh, alors, je suis Robert Lanary, vice-président de la Société des recherches amérindiennes. Et ce matin, je vais être votre maître de cérémonie. Pour la cérémonie d'ouverture, nous avons fait appel à M. Alan Harrington, qui est maître de cérémonie des Powwows de Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas les Powwows de Montréal, c'est un événement annuel qui fait partie de la route des Powwows organisée par Tourisme autochtone, qui présente des Powwows dans diverses communautés autochtones du Québec durant l'été, à peu près de mai à septembre. Alors, si vous allez sur le site Internet, vous allez trouver dans lesquelles communautés il y a un powwow au mois de mai, au mois de juin. Il y en a tout l'été. Alors, M. Harrington, s'il vous plaît. Good morning. I do apologize for not speaking Francais. I'm going to be speaking a foreign language, English, today. I would like to say thank you very much to the organizers that asked me to come today to do the opening acknowledgement here. So we're going to get started. If I could ask everybody to stand up, please. Merci. All right. Bonjour. Kwe. Anin. Wapshke Megwin Etik Imdidim. I would like to acknowledge that we are on unceded Mohawk territory. Miigwech for having us all here today. Miigwech Creator for bringing us together on this beautiful cold day. Please open our minds today to learn from one another. Teach us a lot of the love, respect, humility, many other, some of the teachings that we sometimes overlook. Miigwech for this beautiful world that we live on, and watch over our loved ones and the people that are out there that are in need of guidance also. Miigwech for this beautiful, wonderful day of this gathering. Thank you. Nous allons passer, après cette cérémonie, un mot de bienvenue par Jean-Philippe Huzel du GRIAC, département d'histoire de l'UQAM, et ainsi que moi-même pour Recherche amérindienne. Merci Robert, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Jean-Philippe Huzel du département d'histoire de l'art de l'UQAM et je suis très heureux de vous accueillir ce matin au nom du GRIAC, qui est un des partenaires donc, qui a organisé le colloque avec la Société Recherche amérindienne au Québec, la Faculté des sciences humaines et Terre en Vue. Alors GRIAC, ça veut dire quoi? C'est un nom un acronyme un peu barbare, comme on les affectionne à l'université. En fait, c'est le groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines. Je co-dirige ce groupe avec Laurent Jérôme, du département des sciences des religions. Alors le GRIAC est un groupe assez jeune qui a un peu plus d'une année d'existence et qui réunit une quinzaine de professeurs de différents programmes de l'UQAM qui ont tous en commun de travailler sur les questions autochtones. Vous allez en rencontrer certains ce matin, vous avez déjà fait la connaissance avec Laurent Jérôme hier. Donc ce matin, plusieurs personnes du GRIAC vont animer des ateliers ou des tables rondes. Il y aura
Doris Fargé du département des sciences juridiques, Edith Anne Pajot cet après-midi du département d'histoire de l'art et Nicolas Houd du département de sciences politiques. Alors tous les professeurs du GRIAC ont en commun de travailler sur les affirmations autochtones contemporaines, que ce soit dans le domaine de l'art, de la culture, du droit, de la politique. Alors on pourrait se poser la question, on pourrait se dire mais c'est quoi finalement les affirmations? Qu'est-ce qu'on entend par affirmation autochtone contemporaine? Eh bien pour aller vite et pour faire un lien avec les discussions passionnantes qui ont eu lieu hier soir, on pourrait dire que l'affirmation en fait c'est la revendication de l'identité. En ce sens, l'affirmation, c'est le contraire de la dépossession et c'est d'une certaine façon la réponse à l'appropriation culturelle. Et nous pouvons dire que d'une certaine façon, les chercheurs du GRIAC accompagnent les affirmations contemporaines autochtones et encouragent l'autodétermination, un concept dont on a beaucoup parlé hier soir, qui est au cœur de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones de 2007 et qui est un concept véritablement clé. Alors ce que nous essayons de faire au GRIAC, et entre autres avec ce colloque, qui laisse très largement la parole aux autochtones, c'est justement d'encourager ce principe d'autodétermination. Alors pour terminer, j'aimerais remercier tout particulièrement une personne qui a très largement contribué à élaborer le programme du colloque et qui a réussi aussi à convaincre plusieurs acteurs autochtones de premier plan à participer à l'événement. Il s'agit de Caroline Nepton-Hott, étudiante au doctorat et membre du GRIAC, qui animera ce matin la première table ronde sur l'appropriation culturelle et la création artistique. Merci. Merci, Jean-Philippe. Alors, juste un petit mot pour dire que la Faculté des sciences humaines, le groupe de recherche de GRIAC, Terre en vue, Société de recherche amérindienne, bon, nous avons travaillé ensemble à la conception et aussi à l'organisation de ce colloque. Alors, au nom de ces organisations, et en tant que représentant de la Société de recherche amérindienne, je voudrais vous souhaiter la bienvenue en cette deuxième journée. Puisque pour ceux qui ne savent pas, il y a eu hier soir un événement. Journée qui compte sur votre participation cette fois-ci. Et si on en juge par la qualité des invités, annonce des discussions animées, de nombreux débats, et nous espérons en plénière, en fin de journée, une synthèse et des pistes d'action. L'appropriation culturelle, c'est un sujet débattu depuis peu au Québec, puis un peu plus longtemps aux États-Unis. Nous interroge sur les relations à construire entre autochtones et non-autochtones, entre une société dominante et société marginalisée. Nous avons donc des termes comme protection, dépossession, respect, emprunt, échange, plagiat, créativité, inspiration, et même hier soir, on a parlé de cannibalisme. Des termes qui parfois s'opposent, parfois se complètent, mais souvent sont difficiles à différencier de sens, de bien les définir. C'est en quelque sorte le défi que nous lançons aujourd'hui. Et sur ça, je vous souhaite un bon débat et une bonne journée. Alors, l'organisation de la journée va se dérouler comme suit. Nous allons commencer avec une première table ronde. Nous avons deux tables rondes ce matin. Nous commençons avec la première table ronde qui s'appelle « Appropriation culturelle et création artistique », animée par Caroline Nepton-Hott, suivie d'une pause café à 10h30, 10h30, 10h45, 15 minutes, s'il vous plaît. Essayez de respecter le 15 minutes de la pause café. Nous sommes un peu serrés dans le temps. Et ce sera suivi d'une deuxième table ronde intitulée « Droits d'auteur, propriété intellectuelle autochtone, le point de vue juridique », animée par Doris Fargé du GRIAC. Alors, pour chaque table ronde, il y a seulement une période de questions. Là. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il va y avoir un temps laissé pour les questions. Et de midi à 12h30, c'est le dîner. Et nous reprendrons à 12h30 avec les ateliers sur le savoir et l'art, et création à 13h30. Merci, je vous reviendrai plus tard pour
vous donner un peu le déroulement au fur et à mesure. Alors, on peut commencer avec la première table ronde, s'il vous plaît. Les gens de la première table ronde. Caroline Neptune, Roth, Alexis Martin, Nadine Saint-Louis et Katia Roch et Marco Cagliari. Merci. Alexis, Katia, Marco, je vous demanderais, oui, s'il vous plaît, de venir à l'avant. Nadine Saint-Louis, une fois, 2 fois. Écoutez, si elle arrive, je pense qu'on va lui laisser la place parce que Nadine est extrêmement intéressante. J'espère qu'elle n'est pas coincée dans un trafic épouvantable dû à l'énorme tempête que nous avons eue en ce début d'avril. Hein. Tout est arrêté. En janvier, il tombe 10 cm de neige, 15, 20. On continue de voler dans les avions. En avril, il tombe 2 cm de neige. Tout s'arrête. Voilà. Bon, je suis Caroline Neptune-Hott. Je suis étudiante, comme l'a dit Robert, en sciences des religions à l'UQAM. Je m'intéresse particulièrement au discours des femmes autochtones, discours des artistes femmes autochtones et l'utilisation des nouveaux médias et des médias sociaux en particulier. Mais aujourd'hui, je laisse la place à des personnes, des amis, et puis des nouvelles rencontres, entre autres, Alexis Martin, que vous avez sans doute vu sur les planches au Québec, un peu partout. Il est comédien, metteur en scène, auteur et scénariste. Il œuvre depuis 25 ans, hein, bref, dans le domaine artistique québécois. Il est aussi co-directeur artistique du Nouveau Théâtre expérimental depuis 1999. Il fait partie du paysage culturel télévisuel que vous connaissez sans doute. Et puis, il semblerait qu'on pourrait vous voir prochainement. Hein? C'est écrit ici. Ici à l'UQAM. Ici à l'UQAM. On vous voit maintenant à l'UQAM. Donc, bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour. Et Katia Roch, c'est une Inuit de la communauté de Maliotenam sur la Côte-Nord. Donc, un petit peu passé cette île, à 15 km de cette île. Elle est auteure, compositrice, interprète. Elle mène une carrière depuis 20 ans dans le milieu montréalais. Vous avez pu la voir sans doute un certain moment dans Unité 9 aussi. Unité 9, Trauma, L'échappée. C'est ça. Elle est sur les planches. Fatal Station aussi. Elle est sur les planches actuellement à Montréal pour Cartomancie. Voilà, elle est impliquée socialement dans le milieu autochtone et c'est une personne qui a travaillé à un projet dont elle nous parlera, qui se nomme la résidence Mamuitoun. Elle a développé ce projet et elle a travaillé en collaboration avec Marco Cagliari, qui, lui, est un fils d'immigrés italiens. Ça me fait étrange de dire ça. Hein. Je sens que tu es pas mal d'ici quand même, là. Après, il a fait 17 ans dans le groupe métal Anonymous pour se lancer finalement comme auteur, compositeur, interprète de chansons plus italiennes avec un style sonore complètement différent. Donc, il a comparé Nadine est dans le trafic. C'est ce que je pensais. Je viens de le recevoir. Donc, il a été actif dans le milieu musical montréalais. Et là, il a fait 5 albums déjà là, avec la musique comme auteur, compositeur, interprète, plusieurs spectacles à Montréal. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, allez-y rapidement. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Bref. Je vais passer la parole à Alexis Martin pour débuter de votre projet. Combien de temps? Vous avez environ 20 minutes. Chacun, 20 minutes Je au vais total. essayer de Et puis, je vais glisser, quand il va vous rester 5 minutes, je vais glisser un petit 5 minutes sur la table. Je vais vraiment essayer de OK. tenir parce que... OK. Oui, parfait. Bien, je vous remercie. Bon visionnement à la maison. Hein? Merci beaucoup. Merci. Bonjour.
Je vais vous parler surtout en fait de création interculturelle parce que c'est ça qu'on a fait à plusieurs reprises au Nouveau Théâtre expérimental. Dans tout imaginaire, il y a un point de fuite qui ouvre nécessairement sur ce qu'on appelle l'hétérogène. Hein. Dans les mythes grecs, ils sont porteurs de cet hétérogène-là. La chasse-galerie, hein, la légende québécoise bien connue, porte dans sa légende l'inscription d'une altérité. L'Iliade, l'Odyssée, que j'ai eu la chance d'adapter, sont aussi des récits de l'autre, du rapport au dissemblable, la difficulté du même à se survivre sans aspérité, sans différenciation. Il me semble que, en fait, tout imaginaire est migration vers une autre image du monde que le donner immédiat aux voisins. L'imaginaire est mouvement, mais le désir qui investit cet imaginaire-là peut être problématique s'il ne rencontre jamais son auto-limitation. Je vais y revenir un peu plus tard, plus concrètement. Quoi qu'il en soit, moi, je vois difficilement comment on peut répondre à cette question de l'appropriation culturelle avec une sorte de bréviaire normatif rigide. Mon expérience me dit que, somme toute, c'est le cas par cas qui est révélateur. C'est révélation on cherche, évidemment, dans ce cas-ci. C'est-à-dire une révélation qui nous dirait comment, dans quelles conditions, avec quelle intention on souhaite un dialogue interculturel, et ce, si on le souhaite, parce qu'évidemment, ça se peut qu'on ne le souhaite pas aussi. Alors, je vais vous parler de quelques cas d'expériences concrètes. Au théâtre, les rencontres sont charnelles. Je les appelle des rencontres pneumatiques, parce que ce sont des souffles qu'on croise. Acteurs, écrivains, musiciens, les rencontres se déroulent sur plusieurs semaines, des mois, voire des années. Les corps se dégainent toujours avant la langue. Côtoyer des hommes et des femmes dans une salle de répétition, en partageant une visée commune mais incertaine, plutôt brumeuse, en tout cas au début du moins, ça permet de tisser une autre relation qui transcende assez rapidement les différences culturelles, imaginaires ou non. La pratique du théâtre, la création d'une représentation publique d'un objet théâtral ne se fait pas dans des colloques ou dans des livres ou dans les journaux. Hein, il y a une rencontre qui se distille sur un long laps de temps. Nul doute que les difficultés sont nombreuses et parfois, oui, insurmontables. Ça nous est arrivé. Mais je dois dire qu'en général, j'ai vécu personnellement, et je crois que je peux parler au nom de la plupart des gens, des équipes qui constituaient ces expériences-là. La plupart du temps, ça a été une expérience assez riche, même agréable, ce qui est le principal finalement, tant au plan humain qu'au plan créatif. Pour ce qui est du résultat final, ça vous demanderez aux spectateurs. Moi, je ne me prononce jamais sur la qualité des spectacles. Un cas, le cas indien. Là, je parle indien de l'Inde. Okay? La marche de Rama. Alors, j'arrive d'un séjour en Inde, à Pondichéry, à Mumbai, à Delhi, et j'y ai montré les archives vidéographiques d'un spectacle que j'ai produit avec le Nouveau Théâtre expérimental de Montréal il y a 12 ans, inspiré de la marche de Rama, hein, le Ramayana, qui est le grand récit mythique fondateur de l'hindouisme, qui est vraiment un peu au cœur de la mythologie indienne, qui raconte l'épopée du prince Rama. Hein. C'est une histoire archi connue pour les Indiens de toutes les générations. Vous rentrez dans n'importe quelle librairie en Inde, il y a 180 versions du Ramayana. Vous l'avez en vidéo, vous l'avez en bande dessinée, enfin, vous l'avez. Tu sais, c'est vraiment le cœur, au fond, de leur toile de récit. Pourquoi on avait entrepris cette démarche-là? Parce qu'au Nouveau Théâtre expérimental, on s'est donné, entre autres, un des chantiers qu'on a, une des missions qu'on a depuis longtemps, c'est de désigner les voix absentes des scènes francophones montréalaises et tenter de les faire entendre. Et on se demandait, somme toute, comment il se faisait que les Canadiens français avaient très peu de contact avec les ressortissants indiens qui s'établissaient au Québec. Comment se faisait-il que l'immense culture indienne ne trouvait aucun écho sur les scènes du Montréal francophone? Alors, on part un peu de cette prémisse-là pour tenter une expérience ici. Tu sais, on parle quand même de plus d'1 milliard de personnes. Alors, on est parti de ce constat-là, un constat qu'on avait fait des années auparavant, bien avant que la question de la diversité, de la représentation culturelle des minorités à Montréal ne soit un thème à la mode. En effet, on avait invité avant ça la communauté haïtienne, bulgare, vietnamienne, 3 communautés qu'on ne voyait jamais dans nos théâtres, ni comme artisans, ni comme spectateurs. On les avait invités à concevoir et à jouer des spectacles, 3 spectacles avec nous. Alors, vous comprenez maintenant que la clé là, de mon intervention et de notre démarche, c'est le « avec nous ». Le Ramayana,
que nous avons composé, nous l'avons fait avec 3 ressortissants indiens établis à Montréal. Ganesh Anandan, Amrita Choudhury et Minu Gundevian. Nous avons tout de go confessé notre ignorance des grands vecteurs de la mythologie hindoue et nous avons composé avec eux un spectacle autour du Ramayana, un spectacle ludique, coloré, rigoureux à sa façon pour, si on veut, déniaiser un peu le monde. C'est-à-dire qu'ici, l'intérêt n'est pas tant le résultat d'une réduction réussie de l'œuvre pléthorique qu'est le Ramayana, parce que c'est quand même un corpus énorme, mais c'était la discussion interculturelle par l'intermédiaire d'un travail commun de création. J'ai beaucoup appris personnellement sur la culture et l'imaginaire indien, mais aussi surtout en fait sur les ondes d'ombre, les non-dits d'une culture qui s'est tournée résolument, je pense pour des raisons historiques sans doute, vers l'anglophonie. Ce travail de fabrication ne se fait pas à partir d'un substrat étranger sans avoir pris le soin de rencontrer ceux qui en sont les héritiers. Et je vous le dis, c'est pas ça par hauteur morale. D'ailleurs, je pense que dans tout ce débat-là, il va falloir sortir d'un certain côté punitif ou moralisateur. Non, on a fait ça parce que ça aurait été sans intérêt s'il n'y avait pas eu de rencontre humaine. Et s'il n'y a pas de rencontre humaine, il n'y a pas de théâtre. Encore moins avec un répertoire étranger. En Inde, donc, on a présenté les archives du spectacle et les gens, finalement, ont beaucoup rigolé. Moi, dans ma naïveté, j'ai eu peur que le rire du public de Montréal, à certains moments de l'archive, leur semble impur. Mais non, encore une fois, on a tendance, je me suis rendu compte, puis c'est une tendance que je remarque dans la plupart des expériences que j'ai vécues, on a une tendance à sous-estimer l'autodérision, la capacité à rire de soi et des autres. Des fois, j'ai l'impression qu'on a tellement sacralisé la culture des autres, par culpabilité un peu, à mesure que l'on dépréciait la nôtre, qu'on a oublié que le rire intelligent, le sourire complice est commun à tout le monde. Il y a d'ailleurs quelque chose de condescendant, j'ai remarqué souvent, dans cette sorte de respect obséquieux qu'on accorde à ceux qui ont subi le rouleau compresseur occidental au plan culturel et économique. Mes interlocuteurs indiens n'ont pas évoqué la possibilité d'une appropriation ici. Mais peut-être que la prégnance de leur culture, l'énorme tradition, a une massivité qui nous font voir, nous, comme des satellites inoffensifs. Ils se sont amusés de certaines naïvetés, ils ont beaucoup ri de la façon dont on représentait les divinités et comment on amalgamait des traits de la vie contemporaine indienne qu'on voit en cliché sur nos écrans avec les épisodes du Ramayana. À un moment donné, notre collaboratrice, Amrita, a eu quelques craintes quand on a abordé la question épineuse du pseudo-sati de Sita, c'est-à-dire cette épreuve, les veuves qui vont rejoindre leur mari défunt sur le bûcher. C'est une question très épineuse en Inde. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déguisé Indra et Rama en acteurs de Bollywood des années 70. Alors, Amrita n'était pas trop sûre de comment ça allait être perçu, ça. Mais nos auditeurs en Inde, enfin, les 2 fois où j'ai présenté ça, ils ont explosé de rire. Ce qui nous met en garde contre un autre biais, je me suis rendu compte, et celui-là, je crois, il est peut-être le plus dangereux, le plus dommageable. À l'intérieur de chaque culture, il y a une diversité endogène, si vous me passez l'oxymoron. Les groupes humains ne sont pas monolithiques. Les craintes d'Amrita représentaient probablement celles d'une faction sans doute plus conservatrice du nord de l'Inde, mais d'autres Indiens, ceux que j'ai rencontrés à Mumbai, par exemple, n'avaient pas les mêmes préventions. Enfin, c'est un vaste sujet. Mais à l'intérieur même des groupes, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut faire très attention à voir ça comme des monolithes. Okay? Un autre cas, le Mali. J'ai eu le plaisir de travailler sur 3 ans avec le grand marionnettiste malien Yahya Coulibaly et l'acteur Habib Dembélé sur une version de la légende de Sunyata, la grande figure tutélaire de la culture bamana. Pourquoi une telle collaboration? C'est suite à la proposition d'un metteur en scène marocain, Khalid Tamer, qui voyait d'un bon œil une rencontre entre francophones, mais sans passer par la médiation de la France, qui est souvent un peu centrale dans ce genre de collaboration-là. Fait qu'on s'est ramassé des Marocains, des Maliens puis des Québécois, entre francophones, mais sans la présence tutélaire, disons, de la métropole, pour voir ce que ça donnerait. Rien contre les Français, là. C'est juste comme c'est un essai. Alors, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a travaillé sur 3 ans là-dessus, et il arrivait toujours un moment où Yahya me mettait en garde et dit il y a certains aspects de la culture, tu n'y auras pas accès.
Certaines de mes marionnettes, tu ne les verras pas parce que tu es blanc, parce que tu es non initié. Certains masques, tu ne verras pas. Il y a certaines choses que je ne t'expliquerai pas parce que moi, je posais beaucoup de questions sur Sunyata, sur la légende de Sunyata, pour essayer de bien comprendre tous les enjeux. C'est complexe quand même. Et il me disait, au fond, il y a des choses qui sont accessibles seulement aux non-initiés. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'Yaya, il me proposait une limite à mon désir, au fond. Il me disait, ton désir doit rencontrer sa limite. Tu ne sauras pas tout, je ne te dirai pas tout. Je ne suis pas responsable du manque qui te fait chercher dans une altérité quelque chose que tu as fantasmé. Moi, c'est mon interprétation. Peut-être que la rencontre interculturelle se fait sur cette limite très fine, indicible, où le désir d'investir le corps de l'autre se heurte à un interdit. Et là, il y a un renoncement. On cède non plus à son désir, mais à la limite de l'autre. Parfois, pour son propre bien, mais souvent pour celui de l'autre, dont l'injonction nous fait renoncer, voire trahir un pacte faste ou néfaste qui nous lie à lui. Et ce pacte est un enjeu quelquefois mortel, au sens réel ou symbolique. De là, je pense, l'appropriation qui est une déclinaison du droit de propriété des moyens de production culturelle. Et de cette économie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, car en fait, la nouvelle donne du monde en ce moment, c'est le fantasme de la dissolution, de l'illimitation. Ce qui revient à rendre que le monde deviendrait un objet universel du désir pour tout le monde, sans qu'il y ait de limite jamais. Et j'ai l'impression qu'il y a un danger, là, moi. Enfin, il y a quelque chose là, qui est faux, qu'il faut exprimer. Et dans la rencontre qu'il y a eu avec Yaya, en tout cas, cette idée d'interdit, ce qui pour lui était du sacré, en fait, de choses qui devaient être exclues du dialogue, j'ai trouvé ça très, très fécond et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mais je sais que c'est un très vaste sujet, mais enfin, bon. Je me souviendrai toujours de l'expression de Yaya. Maintenant, on est allés ensemble visiter un musée parisien. Et c'est le musée qui est consacré à l'Océanie, puis tu peux me rappeler peut-être? Oui, voilà, le Quai Branly. Et on arrive face à une collection de masques Bamana. Et lui, il dit, mais ce masque-là, tu ne dois pas le voir. Personne ici doit voir ce masque-là. Pour lui, ce masque-là était encore actif, agissant au fond. Il dit, vous n'êtes pas supposé voir. Il était furieux. C'est là c'est pas innocent, ces rencontres-là aussi. On rentre là, dans un territoire où il y a ce que nous, on voit comme des artefacts, pour ces gens-là, sont encore des choses agissantes, investies profondément, émotivement. Et j'ai trouvé ça, enfin, très, très touchant. C'était un moment assez intéressant. D'ailleurs, cette question-là du sacré, ça a été peut-être, et des croyances, ça a été la question où il y a eu le plus de discussions entre les Québécois et les Maliens. Ça a été très intéressant, au point où ce qui était normalement le hors-champ de la création, parce que c'était en dehors du mythe de Sunyata, bien moi, je l'ai intégré dans la pièce. À un moment donné, comme metteur en scène, je suis intervenu parce que la pièce était bloquée, parce que le Québécois demandait aux Maliens, mais est-ce que tu crois vraiment que le sorcier est intervenu et puis qu'il a eu la force de détruire une armée 100 fois plus nombreuse avec une flèche seulement? Et puis, est-ce que tu y crois vraiment? Là, on a construit un dialogue assez amusant sur la notion de croyance, au fond, sur l'idée de rationalité, de pensée technoscientifique qui est notre mythe à nous, au fond, face à ces mythes-là qui sont aussi les leurs, quoique, encore là... Ce qui est extraordinaire avec Yaya et Habib, c'est l'extraordinaire ambivalence qui, pour nous, est paradoxale, mais pour eux, ils réconcilient très bien la prise d'antibiotiques et le fait de porter des gris-gris ou des talismans. Ce qui, pour nous, est un peu... pour les Québécois, en tout cas dans l'équipe, il y avait quelque chose qui était incompréhensible. Il y a dit quelque chose qui ne semblait pas cohérent. Alors que pour eux, on peut très bien comprendre la géométrie d'Euclide et puis en même temps croire... à des choses qui, nous apparaissent de la superstition. Enfin, ça, c'était très intéressant aussi, cette confrontation-là. Puis on l'a intégré, ce hors-champ-là de nos discussions, on l'a intégré dans la pièce. Et d'ailleurs, à un moment donné, Yaya, il dit au fond, il pose la question, qui est ensorcelé? Qui est ensorcelé au fond? Est-ce que c'est je trouvais ça amusant, est-ce que c'est le Malien qui va voir le marabout pour guérir, pour protéger quelqu'un qui lui est proche? Ou est-ce que c'est le Malien qui bat la semelle sur un trottoir de Paris,
qui est étourdi par les néons de l'artère commerciale, qui est ensorcelé, qui est sous le joug de cet ensorcellement-là. Est-ce que c'est pas nous aussi, d'une certaine façon, qui sommes ensorcelés dans un... Enfin, ça aussi, c'est une vaste question, mais qui sommes ensorcelés dans un monde dans un monde de consommation tout azimut, avec cette croyance-là, dans un progrès, une expansion infinie, enfin, une espèce de temps homogène, lisse, que les choses vont avancer, mais avancer vers quoi? Hein, il y a aussi des fois un aspect un peu zombifié peut-être dans nos vies, enfin. Mais encore là, je ne veux pas laisser croire que j'ai rencontré que des gens comme Yaya, j'ai rencontré plein de Maliens aussi qui n'étaient pas du tout dans la croyance. Alors encore là, c'est... on n'est pas face à des groupes monolithiques. Enfin, je veux voir, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je veux juste finir avec quelque chose donc de plus récent et peut-être qui nous concerne, qui vous concerne le plus. J'ai participé à une expérience autour des résistances métisses. On a raconté un peu l'histoire de Gabriel Dumont, qui était si on veut, le général de Louis Riel. Et cette expérience-là, on l'a fait, encore là, l'idée vient de Jean-Marc Dalpé et moi, donc deux Blancs de l'Est du Canada. On se dit, on va pas raconter... On avait le goût de raconter cette histoire-là d'abord pour que nos enfants, sa fille, mon fils, aient le souvenir de cet épisode extraordinaire de la Fondation du Canada, parce qu'on disait l'histoire du Canada n'est pas aussi lisse qu'on croit. Hein, le plus meilleur pays du monde a beaucoup de choses dans son placard historique et des histoires quand même passionnantes. On se dit... et puis on questionnait les gens de la génération de mon garçon et de sa fille. On se rendait compte qu'ils connaissaient très peu ou à peu près rien des résistances métisses dans l'ouest du pays lors de la construction. Vous vous souvenez du chemin de fer de Johnny? Alors, on se dit, mais on ne peut pas, comme des gars de l'Est blancs, raconter ça. Il faut qu'on aille dans l'ouest du pays. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué une équipe d'auteurs. On s'est retrouvé à 10 auteurs autour de la table. Et on s'est dit, pour faire une œuvre qui soit légitime, il faut qu'il y ait des héritiers de toutes les communautés qui étaient impliquées dans les événements de Batoche, donc la fameuse bataille à Batoche, soient autour de la table pour écrire. Et après, il faut qu'on recrute des acteurs qui représentent aussi, qui soient issus de toutes ces communautés-là. Et non seulement les acteurs, mais les concepteurs aussi. Donc, on a vraiment créé une sorte d'équipe très œcuménique avec des gens de toutes les communautés. Puis on a bâti le Wild West Show de Gabriel Dumont. On a eu l'occasion de le jouer à Ottawa, à Winnipeg, à Saint-Boniface, chez les métis francophones et anglophones de Saint-Boniface, mais aussi à Saskatoon. Et ça n'a pas été sans heurts. Il y a eu un problème à un moment donné, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est entre cris que ça s'est déroulé. Et là aussi, j'ai découvert quelque chose, un côté assez dur, difficile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un cri qui était extérieur au projet, qui a accusé un cri qui était un auteur du projet de ne pas être assez cri pour parler au nom des cris. Alors là, on rentrait dans une difficulté intestine aux communautés, puis nous, on a vraiment été des observateurs. On était très solidaires de Ken Williams, qui est un gars fantastique, qui est un membre de l'équipe extraordinaire. Mais on a vu aussi là une autre difficulté qui apparaissait. Et voilà, mais ça a été une expérience intéressante. Et si jamais ça vous intéresse de voir, on va jouer au Carrefour international de Québec le 7 et 8 juin, ce spectacle-là avec toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup, M. Martin. Alexis Martin. J'invite les gens qui ont des questions pour M. Alexis Martin à se présenter au micro ici à l'arrière, qui est au centre juste là. Je pense que c'est parce que vous avez c'est quand même substantiel comme expérience sur le terrain, ce que vous venez de faire, entre autres, les derniers voyages que vous avez faits, les rencontres avec ces personnes-là. Moi, ce que j'ai entendu, vous avez glissé un mot sur ça, puis vous avez dit que ça pourrait être une longue conversation. Je vais vous lancer peut-être sur la question du sacré et de la spiritualité. Et j'ai entendu ce que vous avez dit au sujet des Québécois, du fait que tout à coup, ça, c'était complètement évacué. Alors que c'est quelque chose qui fait partie
de beaucoup, je ne peux pas dire complètement, mais de beaucoup de créations autochtones en ce moment, actuellement. Là, autochtones, je ne nommerai pas toutes les nations parce qu'il y en a plusieurs, puis ce serait long. Mais cet aspect-là de spiritualité, de sacré, puis vous l'avez rencontré. Comment est-ce que vous avez passé, là, un peu, mais comment est-ce que vous Ah oui, tu as raison. Et puis, discutez ça? mais tu sais, dans le Wild West Show, il y avait beaucoup de cérémonies de smudge, là, ce qu'on appelle le smudge. Là, on faisait beaucoup et je veux dire, on participait avec tout notre cœur, mais tout ça se faisait dans l'ouverture. Et moi, après, j'ai beaucoup parlé avec les aînés qui venaient après, puis ils savent très bien qu'on est dans une société très laïcisée, très agnostique. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais ça se fait dans l'ouvert. Alors, il y a moyen d'avoir un respect, un dialogue, mais même à l'intérieur de l'équipe, je me souviens avec Émilie Monet, par exemple, tu sais, qui est une artiste autochtone, ou Charles Bender, qui jouait avec nous, qui était là hier à l'animation, qui jouait Gabriel Dumont. J'ai eu beaucoup de discussions sur la spiritualité, sur eux, comment ils vivent ça. Puis eux savent très bien que moi, si tu veux, j'ai pas cette grâce-là, hein, si on veut. Mais tout ça se fait dans l'ouvert, à un moment donné, dans une sorte de respect. Alors, ça pose pas, je dirais, de problème, même avec les Maliens qui sont vraiment... Écoute, je te dis, quand Yaya me montrait ses talismans, il est couvert, là, tu sais. Mais en même temps, quand il s'est blessé, je l'ai amené chez le médecin, puis il a pris ses antibiotiques, pourquoi pas. C'est sûr qu'après, nous, on s'amuse, on discute de ça, mais tout ça se fait dans l'ouvert et ça n'a pas été, je dirais, problématique ou acrimonieux, jamais. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une ouverture, puis on n'est jamais dans la dérision ou dans la moquerie, là. Mais c'est très intéressant. Mais avez-vous peut-être l'impression, là, vous gênez pas, là, vous pouvez m'arrêter parce que je peux avoir une discussion très longue, moi. Je vais prendre mon temps. OK. Avez-vous l'impression que les Québécois ont perdu quelque chose? Là, je parle de spiritualité. Je ne veux pas trop rentrer dans la religion catholique, mais il y a eu comme une espèce de vacuum après la Révolution tranquille ou à une certaine époque. Puis là, il y a une quête dans cette rencontre-là avec les Autochtones. Excusez. Écoute, c'est d'abord de parler pour tous les Québécois, c'est difficile parce qu'il y a encore des gens qui sont très croyants. Moi, tout en fait, ce qui est intéressant, disons, c'est que toute la génération de mes grands-parents, moi, je pense que je suis de la dernière génération de Canadiens français qui a vraiment connu le Québec catholique, c'est-à-dire que tous les gens dans le bas du fleuve d'où ma famille vient, c'était des gens croyants, pratiquants. Et avec la génération de mes parents, ça s'étiole, puis avec ma génération, c'est fini, là. Bon. Maintenant, est-ce que c'est une perte? Ça serait un jugement qualitatif que je ne suis pas prêt à apporter. Je ne le sais pas. On le verra peut-être dans un siècle ou deux, mais c'est difficile maintenant de dire s'il y a une perte. Il y a eu certainement une réaction, en tout cas, une réaction forte, profonde, de ce que j'ai compris de ma grand-mère, de ce qu'ils m'ont raconté, face à un clergé catholique qui était vraiment abusif. Là, j'ai l'impression que quand on regarde un peu l'histoire du Québec, il y a eu une réaction face à ça. Maintenant, après, est-ce que les Québécois vont vers les Autochtones parce qu'ils sont en quête d'une certaine spiritualité? Peut-être que certains, oui. Peut-être que certains. Oui, ou Philippe, oui, exactement. Peut-être que certains. Moi, je pense que c'est surtout il y a beaucoup la curiosité qui est importante. Mais, puis comme je disais, je pense que dans toutes les sociétés, l'imaginaire a toujours un point de fuite. Il y a quelque chose qui nous porte vers l'autre dans toutes les cultures. Et je pense que ça va au-delà de la quête spirituelle. J'ai l'impression que c'est un phénomène humain profond. Mais parce que j'ai l'impression que dans toutes les... Je ne sais pas si ça fait partie de la biologie évolutive, mais dans tous les groupes, on sait qu'il y a certains problèmes qu'on ne pourra pas régler entre nous. Il faut toujours laisser une place à un mécanisme que l'autre arrive pour arriver avec une autre solution. J'ai l'impression que c'est profondément ancré dans toutes les sociétés, il me semble. Tu sais, c'est ça, les lois de l'hospitalité, hein, c'est très fort dans toutes les cultures. Mais c'est des questions très vastes. Je t'avoue que je sais pas. Il faudrait peut-être demander à un prof des religions de continuer. Anaïs Janin, oui. Oui. Bon, merci Alexis Martin. Moi, j'aurais voulu aussi que vous parliez un tout petit peu de votre expérience que vous avez faite avec Ondinac. La conquête de Mexico, vous étiez pas là? J'étais tout jeune, moi. C'est Jean-Pierre Ronfort, c'est mon maître, en fait. Est-ce que vous aviez... Mon L2 à moi qui avait fait cette mise en scène-là. Mais Okay. moi, j'étais encore un blanc-bec, alors j'ai vu ça de l'extérieur.
vous n'avez pas été inclus dedans. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu, quand vous avez regardé cette première collaboration au Québec? Je pense que c'est une des premières collaborations au Québec. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait comme expérience, plus que comme... Et là, il y avait eu, tu sais, pour la petite histoire, quelque chose de passionnant. C'est que le premier rôle, à quelques jours, c'était désisté parce qu'il avait fait un rêve. Okay. Un rêve, et dans son rêve semblait lui dire, tu ne dois pas participer à ce spectacle. Alors, tu comprends que pour Jean-Pierre Ronfort, qui est un total athée, les deux bras lui sont tombés. Et là, il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour remplacer. Alors, lui, il était dans d'autres impératifs, ceux du spectacle de théâtre contemporain, où on a rendez-vous avec le public à 8 heures ce mardi-là, puis il faut qu'il y ait un spectacle. T'sais. Alors, ça, c'est intéressant aussi comme rencontre de deux cultures. Là. Hein, c'est ça aussi, la rencontre. Hein, elle peut être souvent difficile. Et même si elle n'a pas été difficile, c'est qu'elle ne s'est peut-être pas vraiment produite. Il faut que ça frotte aussi. Mais sinon, moi, mon souvenir, c'est un très beau spectacle. Et vous avez raison de souligner que c'était une des premières fois, je trouve, au Québec où on mettait en scène, sur une scène francophone, un imaginaire autochtone. Et moi, ça m'avait beaucoup allumé, ça. Et après, je me suis plongé dans les livres de Rémi Savard ou ces gens-là. Puis c'est comme ça se fait qu'on en sait si peu sur les gens qui sont ici depuis toujours, quoi. Est-ce que ça serait ce qui a déclenché cette volonté de rencontrer l'autre que vous avez fait depuis? Est-ce que cette expérience théâtrale qui a été avec plein de multisensoriel, cette expérience avec une altérité autre qui était là bien avant ceux qui sont les Québécois français ou les Canadiens français qui sont du Québécois, a fait en sorte que vous ayez choisi cette voie au niveau de votre théâtre? Je ne sais pas, parce que ça fait très longtemps, et puis j'étais vraiment encore en formation, et puis le premier théâtre que j'ai écrit était plus sur des questions philosophiques, éthiques, tu sais, Matrony et moi, tout ça, j'étais plus préoccupé par ça, aussi par la transmission des générations, tout ça. Alors, mais je crois, mais ce spectacle-là m'a suivi quand même après. Ça a été fondateur quand même pour certaines guises là, de mon travail, bien sûr. Ouais. Merci. Merci. Ouais, mais ça fait longtemps, hein, alors. On a le temps pour 2 questions, oui, Monsieur Uzet. Juste une question rapide, Alexis, merci pour Oui. votre présentation. Je suis intrigué, pourquoi avoir appelé votre spectacle Wild West Show sur Dumont? Parce que le Wild West Show original de Buffalo Bill, c'est un beau cas d'appropriation culturelle, mais en même temps un cas complexe, parce qu'on sait que Dumont jouait son propre rôle. Oui. Le chef Sioux Sitting Bull jouait son propre rôle. Justement, ta question porte sa réponse, c'est la contre-proposition de Gabriel Dumont. C'est-à-dire qu'on a trouvé une lettre de Gabriel Dumont dans laquelle il dit « Mon souhait, ça serait de raconter l'histoire des Métis comme le Wild West Show, c'est-à-dire avec des chevaux, avec toute l'espèce d'extravaganza, puis de grands spectacles en plein air. » Alors, on s'est dit, c'est comme ça, on s'est dit, on va essayer de répondre modestement, avec les moyens qu'on a, aux vœux de Gabriel Dumont. Alors, on va lui faire son Wild West Show, mais du point de vue des Métis, du point de vue de Gabriel Dumont. Merci. Voilà. Non, mais tout à fait, c'est très pertinent. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre présentation et les idées sont venues quand vous parlez de l'art. Et l'exposé que vous avez fait aussi sur le pays de l'Inde. On sait que c'est un peuple très riche et beaucoup de diversité culturelle, où on retrouve aussi les grands maîtres, les grands gourous. Alors, ce que je voulais vous faire un commentaire ou l'art, dans le sens spirituel, qui demande comme une écoute ouverte dans la nature et l'observation, et de faire des mouvements artistiques à partir de l'observation de l'aigle, comment il vole, comment il se pose, comment il procède pour se propulser
dans l'air haut. Il y a aussi la grue, que ces mouvements, ils sont comme plus timés, plus précis que l'aigle. Il y a aussi le mouvement de la grande tortue. Alors j'ai, comment dire, personnellement développé ces mouvements spirituels, et c'est ces mouvements-là qui te fait prendre conscience de la dimension de l'univers, comme l'aigle et la tortue, comme la mer et la grue, comme ce qui est au niveau de la terre. Parce que quand on parle de l'art, c'est aussi quelque chose qui développe, c'est quelque chose que tu vas vivre. Après avoir fait ces exercices-là, et tu rentres dans la hutte à sudation, dans la noirceur. Et c'est là que tu t'aperçois que les exercices que tu as faits, tu peux voler comme l'aigle, tu peux faire les mouvements comme la grue, ou tu peux faire les mouvements comme la tortue. Et c'est ça pour moi l'art. C'est l'art spirituel qui est vivant et que tu peux ressentir l'esprit de l'ours. C'est quelque chose qui n'est pas présent dans l'étude. Et je ne veux pas non plus apprendre la méditation des grands maîtres de l'Inde, parce que j'ai ma culture, je dois développer, je dois enrichir culturellement, mais aussi l'art, pour éviter justement la réappropriation, parce qu'on parle beaucoup de la méditation comme appropriation dans la société actuelle. C'est pour enrichir en même temps cette connaissance-là pour que je puisse passer aux jeunes, à la jeunesse, où je peux les initier à cette expression d'art spirituel, parce qu'ils sont dans leur environnement. Alors, c'était juste pour souligner cet art spirituel qui devrait être de plus en plus comme développé culturellement. Et je pense que les Québécois, ils peuvent développer, vous l'avez déjà mentionné, il y a d'autres façons de toucher les points, comment dire, les plus riches, et pour pouvoir comme les exercices que tu puisses la vivre. Et c'est ça que je voulais juste rajouter, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ah, merci. 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 Oui, c'était intéressant. C'était Charles Coucou. Merci. Une dernière question, oui? Sylvie-Anne Sioui-Trudel, de Authentic Masque et Théâtre. Salut. Alors, moi, vous m'avez donné un poème à faire dans votre discours. Le sacré. Il faut faire beaucoup de boucanes pour cacher nos larmes amères. Quand je ravale des couleuvres, ma bouche est sèche, j'ai soif de rivière pour revivre sur ma terre nue à la lumière des esprits. Il y a eu beaucoup, ou je devrais dire, il y a beaucoup eu d'or à donner encore pour la réconciliation de nos cœurs brisés. Oui, je dois reconstruire ma maison ici, où je suis l'étrangère à remiser derrière le vrai et le faux, faux fuyant de la matière rebelle. Alors, j'écris de temps en temps, et je voulais vous demander si, dans votre recherche pour faire votre pièce, vous avez quand même étudié les échanges qu'on a faits entre nations avant la venue des Européens, parce qu'on échangeait même des personnes. Est-ce que vous vous êtes demandé, avant la venue des gens, si on faisait vraiment des scalps, parce que même notre ennemi devait mourir avec les cheveux longs, parce que c'était une force. Comme les Grecs, on avait des choses qui étaient aussi développées que les Grecs.
est-ce qu'on s'est demandé si on n'avait pas fait de la reprise culturelle en faisant des scalps? Et quand Georges Sioui parlait de cannibalisme, il en a parlé dans sa première étude dans son livre pour une auto-histoire. Et puis, il en parlait, puis il disait « on mangeait pas n'importe quoi ». Donc, c'était encore entre les lignes qu'il y avait une spiritualité en temps de guerre. Donc, est-ce qu'on a étudié ces façons-là de voir? Puis, est-ce qu'on n'aurait pas fait de la reprise culturelle en faisant du cannibalisme parce que nos gens des Premières Nations étaient grillés sur le feu en Amérique du Sud par les Espagnols? Est-ce qu'on a fait de la recherche pour voir où est-ce qu'on a pensé la reprise? Puis dans nos chansons, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, moi j'entends beaucoup de choses qui viennent de nos cœurs. Alors voilà, c'est ce que je voulais demander. C'est où la recherche? Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas un spécialiste de ça. J'ai fait des recherches comme un auteur de théâtre. À un moment donné, quand j'ai écrit une grande saga sur l'histoire des Canadiens français. Puis à un moment donné, j'ai mis en scène les rencontres entre les Jésuites puis, par exemple, les Inuits. Alors là, j'ai mis en scène aussi la rencontre entre Brébeuf et puis les Hurons. Alors là, j'ai lu Georges Sioui. À ce moment-là, j'avais lu un livre de Sioui. J'ai fait les recherches comme j'ai pu avec les moyens que j'avais. Mais là, vous posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre avec certitude. Je voudrais juste dire Huron, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y en a qui ont regardé... C'est la hure, là, en fait. Oui, je vais vous aller plus loin. À la page 10 du Petit Robert, personne malautrue, personne grossière. C'est comme ça que les Français les appelaient. Et puis, c'est la tête du cochon coupée. La hure. La hure. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Alexis Martin. Maintenant, je vais passer au projet de Madame Katia Rock et Marco Cagliari. Katia va nous parler de la résidence Mamuitun. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la musique. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et j'ai suivi plusieurs formations dans différents programmes juste pour parfaire mon art en tant que comédienne, en tant que chanteuse. Et présentement, je travaille plutôt comme productrice, coordonnatrice de projet. Ces années-là m'ont amenée à réfléchir sur la culture autochtone au Québec, au Canada. J'ai beaucoup voyagé et j'avais un grand rêve de faire entendre les langues autochtones au Québec. De faire entendre les langues parce que les langues se meurent. Et je m'obligeais à développer un projet, une rencontre encore, et de me servir de ces merveilleux auteurs-compositeurs. Je ne me cacherai pas, j'avais besoin d'artistes connus, reconnus, pour faire passer mon message et faire entendre les langues autochtones au Québec. Et ça a très bien fonctionné. Il y a un album qui s'en vient, il y a des spectacles qui vont venir, qui vont suivre aussi avec ça. Mais c'est une rencontre. On part d'où? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux montrer autant chez les Québécois, puis chez les Autochtones aussi? J'ai choisi 11 artistes, auteurs, compositeurs des 11 nations pour faire entendre toutes ces langues-là. Et j'ai choisi aussi des artistes québécois avec d'autres cultures, une autre langue que le français. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de faire financer mon album, puis à cause de la loi 101, je n'ai pas pu. Au Québec, il faut chanter en français. Et j'appartiens d'une musique du monde dans mon propre pays, et je suis
en Beauce-Valvert, encore aujourd'hui, là. Mais j'ai réussi à le faire financer. L'album va sortir, mon album personnel va sortir aussi cet automne. Et ces rencontres-là ont été faites, je voulais vraiment montrer la culture, la spiritualité, je voulais rentrer dans le ventre de la terre pour montrer un vrai Sweat Lodge, un vrai Metahan, qui a été conduit par mon ami Al Harrington. Et de l'avoir aussi avec moi, d'avoir Al avec moi pendant toutes ces semaines-là, parce que Caroline est venue nous présenter un peu l'histoire des années, 1650 ou je ne sais plus, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a été génial, tu sais. On aurait pu te garder 2 jours de temps. De prendre conscience de la réalité autochtone au Québec, de prendre conscience de où on est rendu, vers où on s'en va, ensemble. Mamou, toujours Mamou, main dans la main, parce que j'y crois. Est-ce que le Québec est prêt à recevoir, à entendre ces genres de productions-là? On travaille, que ce soit au niveau théâtral, que ce soit au niveau des arts de la scène, que ce soit à toutes les disciplines artistiques. Est-ce que le Canada est prêt? Je me pose la question parce que je rencontre beaucoup d'obstacles et je dois défendre encore la langue et la culture. Et moi, c'est ce que j'avais à partager parce que je trouve ça important de garder encore ces histoires-là vivantes et de transmettre la langue, l'histoire et tout ce qui vient avec de l'auteur-compositeur, de l'artiste, de chaque nation pour partager la beauté de ces cultures-là. Oui, il y a eu beaucoup de marde, là. Je ne sais pas comment le dire. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Mais on s'en va où? On s'en va où avec tout ça demain? Fait que moi, je me donne cette mission-là, bien humblement, d'aller porter cette belle lumière-là. Dans ces artistes-là, j'ai eu Marco Cagliari qui avait très hâte de venir, puis j'avais Mamselle Ruiz, Catherine Durand, Bia, Marc Derry, Alexandre Béliard, Linda Talley, Geneviève Toupin. Et tout ce beau monde-là sont venus collaborer. On a passé une semaine extraordinaire qui est à refaire. Qui est à refaire parce que c'est tellement une belle bulle d'amour où on a ouvert notre cœur, on a partagé et ensemble, on a composé des chansons dans plusieurs langues. Et c'est magnifique. La vie est belle. Il y avait Laura Nikwe à Tikamek, Sylvie Bernard, non, c'est pas Anishinaabe, c'est Abenakis, Clarence Anishinaabe, Clarence Papati. Il y avait moi, il y avait Beatrice Deer Inuk, et il y a quelques artistes qui sont désistés à cause des contrats puis des impossibilités là, de la vie. Mais c'est 6 nations qui rencontrent 9 autres nations québécoises d'origine autre aussi. Je passe la parole à... Merci, Katia. Ce que Katia a créé, son Mamouitoun, qu'on appelle, est monumental. En fait, c'est même fondamental. Et moi, j'ai eu plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de foudre, une révélation même à 40... J'ai quel âge, moi? 42? 42, c'est mon Dieu, je me pose des questions sur mon âge. Déjà, j'ai un enfant d'Alois 101, un fils d'immigrés italiens. Mes 2 parents sont arrivés ici en 61. J'ai eu cette quête-là, une quête, d'aller fouiller dans les archives des Cagliari. Et je suis allé en Italie et j'y vais constamment. Et ça, c'est plus fort que soi quand on vient de quelque part. Et à un moment donné, on a un appel, on veut en savoir plus. Et je suis allé faire ce travail-là. Ça m'a amené à en faire même une carrière. Je chante en italien au Québec. Ça n'a aucun sens. Mais pour moi, ça fonctionne.
et les gens, et il y a des curieux qui se ressemblent, s'assemblent. Il y a des curieux de la musique du monde. Je peux m'exprimer dans la langue de mes ancêtres qui sont italiens devant des gens qui ne comprennent pas l'italien. Et ça, c'est la magie de la musique et de l'art, littéralement. Ça, c'est une chose. Quand Katia, on s'est rencontrés une couple de fois, surtout dans des shows, des levées de fonds, des shows bénéfices, Et j'aimais beaucoup, beaucoup son énergie. Puis à un moment donné, ça fait des années là, qu'elle me parle de ce Mamoitoun-là. Et c'était supposé être l'an dernier, puis elle a tellement travaillé fort. C'est monumental, je l'ai dit tantôt, ce qu'elle a créé là. Et là, elle a finalement réussi, et c'était en janvier dernier, à rassembler tous ces artistes merveilleux dans une place magique qui est dans les Laurentides. Et là, pendant 5-6 jours, il fallait créer. Elle n'a pas nommé une personne très, très importante dans ce projet-là, qui est François Lalonde. François Lalonde, c'est un réalisateur d'albums qui est exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur mes 2 premiers albums solo. C'est quelqu'un de très proche de la musique du monde. Et enfin, elle ne pouvait pas demander mieux que de rassembler toutes ces personnes-là ensemble avec François Lalonde. Parce que le but de ce Mamoitoun-là, c'était vraiment de partager, mais d'apprendre. Moi, c'est ce qui est arrivé. Le premier jour, quand Caroline est arrivée, ben là, tous ensemble, on faisait partie comment je peux dire, d'un cours de ce qui s'est passé, ce qui se passe chez les Premières Nations. À 42 ans, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu accès à ça avant. Et je me considère curieux dans la vie. Je m'informe, mais là, tu sais, j'entendais des trucs, puis oui, ça rentrait, mais là, je l'ai vu. Je sais pas, là, on est dans une place, je ne vais pas dire qu'on n'a pas le choix, mais on est là et on reçoit. On reçoit. Moi, ça m'a beaucoup touché, ces histoires. Et quand on rentre dans le processus de création, parce qu'on est là pour créer, pour partager, veux pas... moi, je repense à mes ancêtres, mon grand-père qui est arrivé en 1950 au Québec, seul, pour venir trouver de la job, littéralement, parce qu'il n'était pas capable d'entretenir les 5 enfants dans le nord de l'Italie, dans les montagnes, dans la vallée où il ne reste plus rien. Mon grand-père vient ici 8 ans pour travailler. Ensuite, il retourne là-bas. Il ramène tout le monde en navire jusqu'à Halifax en 61. Une espèce de travail, de procédé incroyable, de trajet. Mais là-dedans, étant là au Mamoitoun, je me suis demandé, est-ce que mon grand-père, quand il est venu ici, est-ce qu'il savait où il arrivait vraiment? Est-ce qu'il savait la réalité des Premières Nations, la réalité de où il mettait le pied, en fait? Puis moi, ça a été mon processus artistique durant le Mamoitoun, où je me suis posé ces questions-là. Et j'en suis venu finalement à écrire une chanson pour le Mamoitoun qui est une demande de pardon de mes ancêtres aux Premières Nations. Juste de ne pas savoir et malheureusement d'avoir entretenu cette ignorance-là, mais souvent, c'est pas par un choix ou c'est juste comme ça. Et je pense que si le Mamoitoun existe, en fait, je trouve ça triste qu'il n'a pas existé avant. Il faut bien qu'il y ait un jour 1. Et là, c'est le jour 1 depuis janvier. Et je suis vraiment fier de Katia et fier de faire partie de ce projet monumental. C'est pas mal ça. Merci, Marco Cagliari et Katia Rock. Comme on a un petit peu étiré le temps et puis Nadine est arrivée en voiture, sans accident, sécurité avec nous.
On l'accueille. Donc, rapidement, Nadine Saint-Louis est impliquée dans le milieu culturel à Montréal depuis un certain temps. Elle est entrepreneur social, racine Micmac, acadienne et écossaise. Donc, on parle de 25 ans d'expérience dans la gestion, le développement communautaire et la gouvernance. Elle est la fondatrice des productions Feu Sacré, qui est un organisme culturel autochtone, qui est à but non lucratif. Ça a été fondé en 2012. Et puis, le mandat est de promouvoir l'art, les artistes et les cultures autochtones par l'organisation de projets et de production d'événements qui visent à sensibiliser le public, briser les stéréotypes et favoriser le dialogue interculturel pour l'inclusion et l'avancement professionnel des artistes autochtones en milieu urbain. Oui. Donc, bonjour Nadine, bienvenue, merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, formidable. Désolée Nadine, pour le retard. Oui, pas de problème. Ensuite, gardez vos questions, notez-les, et ensuite, on aura les questions pour les derniers panélistes. Bien, merci de la patience. Merci, Katia. Bonjour, Marco. Salut. Moi, je suis entrepreneur culturel. Je veux juste établir pourquoi je fais ce que je fais. J'ai mis sur pied un organisme autochtone qui adresse les enjeux socio-économiques des Autochtones du Québec. J'écoute les gens parler, cette invisibilité autochtone au niveau historique, au niveau social, au niveau économique, la trame narrative historique canadienne, québécoise est absente du narratif autochtone. Quand on parle de l'appropriation culturelle, c'est souvent les voix qui sont marginalisées, qui sont mises en arrière-plan. Au Canada, il y a eu la loi sur les Indiens qui a interdit toutes les pratiques culturelles de 1876 jusqu'en 1951, qui explique pourquoi 100% des Premières Nations ont été invisibles dans le discours culturel de fondation d'un nouveau pays, dont le Canada. Le Canada a reçu un livre d'histoire, comme tous les pays doivent en avoir un, mais c'était un concours littéraire qui a été lancé par le roi d'Angleterre. Donc, l'histoire du Canada, c'est un concours littéraire. Le roi d'Angleterre a lancé le concours. Qui a répondu au concours? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les francophones? Est-ce que c'est les autochtones? Donc, on a gardé la lentille de colonisation pour établir le narratif historique du nouveau pays canadien. On vient de fêter 150 ans de la colonisation britannique. Mais l'année passée, c'était aussi le 400e anniversaire du traité du Truro Wampum. 400 ans où il y a eu des ententes avec les Européens, le Dutch et le Haudenosaunee. On n'a pas entendu parler de ces ententes-là. Moi, mes ancêtres sont Micmac. On vient de la Nouvelle-Écosse. C'est les Acadiens aussi. C'est des peuples de survivance parce qu'il y a eu beaucoup de déportations, il y a eu de déplacements, il y a eu un déracinement au niveau autochtone, au niveau acadien aussi. Mais avant, les Micmac avaient la reconnaissance d'être une nation avec l'Angleterre ainsi que la France. Il y a eu des traités qui ont été faits. Mais jamais dans l'histoire du Canada, ils ont été mentionnés. En 2011, moi, j'ai fait un parcours du territoire québécois et du Labrador pour faire cartographier le territoire pour les artistes et les arts, pour le Conseil des arts du Canada, parce que le Québec est invisible au niveau national. Le Québec est 30 ans en arrière au niveau de la représentativité autochtone. Quand j'ai fait mon parcours, j'ai voyagé 280 000 km² et j'ai voyagé de communauté en communauté. Katia et moi, on était roommates. Et pendant mon parcours, j'ai réalisé qu'on avait un talent mondial. Puis j'ai réalisé aussi que chaque artefact, chaque récit, chaque chanson, chaque item produit par les communautés autochtones était rattaché à un narratif historique, était rattaché à la terre. Que la personne, l'histoire et le territoire étaient un. Qui contredit un peu l'image élitiste de l'art qu'on a créée par l'institution muséale, l'institution universitaire. Donc, vous imaginez, première étape, on empêche
le narratif de s'exprimer jusqu'en 1951. En 1951, on établit des nouvelles lois qui disent oui, vous avez le droit de vous exprimer, mais seulement dans l'opéra, dans le théâtre et dans les pratiques européennes reconnues par les gouvernements. Donc, ça a pris une autre décennie avant qu'on voit l'émergence de Norval Morisseau et sa gang, The Group of Seven, qui ont sorti The Woodlands School of Art. La première vague autochtone à avoir été à l'université pour justement établir une crédibilité sur l'histoire de l'art autochtone qui existe par la personnification d'un narratif oral. Je ne vais pas rentrer dans toute l'iconographie et la codification de l'art, mais moi, quand je regarde Montréal, quand vous arrivez à l'aéroport, est-ce que vous avez l'impression d'être sur un territoire autochtone? Êtes-vous déjà allé à Vancouver? Est-ce que vous avez l'impression d'être sur un territoire autochtone à Vancouver? À Winnipeg, à Saskatchewan. J'ai travaillé pendant 15 ans au Canada anglais, de l'Ontario jusqu'à Vancouver, et je suis revenue au Québec en 2011 pour faire la cartographie. Le Québec est invisible, l'autochtonie est invisible. Le Conseil des arts du Canada m'ont dit « Qu'est-ce que tu as trouvé? » J'ai dit « On a un talent mondial. » Ils ont dit « Qu'est-ce qu'ils ont besoin? » J'ai dit « Tout. » La création se fait dans les communautés, mais le marché se fait où? Le développement du marché? La reconnaissance par les pairs, ça se fait où? Dans le Sud. Et où la masse qui achète des œuvres d'art, qui achète le produit culturel? Oui, il y a l'écotourisme. On voit chez les CRI qu'on a investi des millions, presque des billions, à développer un écotourisme important. Mais encore, le problème, c'est comment on accède à la clientèle pour emmener le monde vers le nord. Beaucoup plus facile d'emmener le produit vers le sud et développer un marché équitable. Donc, si on regarde le Vieux-Montréal, qui est comme le noyau, le cœur, le battement de cœur de tout ce qui est touristique, tout ce qui est patrimoine, est-ce qu'on retrouve des produits authentiques autochtones? Qu'est-ce qu'on retrouve? Plus de 80% des articles autochtones vendus dans l'industrie du tourisme au Canada et au Québec sont fabriqués par des artisans non autochtones de pays à faible revenu. Ces objets produits par des musées se retrouvent dans les boutiques de cadeaux et des galeries d'art. On retrouve dans le musée les boutiques d'art. On trouve des capteurs de rêve qui sont faits en masse production en Philippines, au Chine. Puis ils sont vendus ici, ils sont achetés à 25 cents, le capteur de rêve. 25 cents! Mais vous savez d'où vient le capteur de rêve? Ça vient de la nation Ojibwe. Ça n'appartient pas à toutes les nations, mais ça vient des Ojibwe. Puis c'est un grand-père qui a regardé son petit-fils ou sa petite-fille, je ne me rappelle pas du genre, qui a dit « fais des mauvais rêves ». Mais il a regardé l'araignée et il a dit « je vois que l'araignée, quand elle n'aime pas quelque chose ou elle veut quelque chose, le garder, elle fait une toile, elle l'attrape. » Mais lui, il a fait un capteur de rêve, il a fait une prière, puis il a demandé, il a déposé son tabac, puis il a demandé que tout ce qui est négatif soit pris dans le rêve pour que l'enfant reçoive. C'est symbolique. Tu sais, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est symbolique. La culture autochtone est basée sur des symboles qui sont rattachés à des histoires orales. Donc, ce capteur de rêve-là était symbolique pour refléter la spiritualité, le rattachement à la terre et à l'enfant, et que tout est interconnecté. Pensez-vous que ce processus artistique se produit en Chine, quand on manufacture les capteurs de rêve? Est-ce que ça leur appartient? On a éliminé la voix autochtone, mais on a gardé le folklore, l'image figée dans le temps par des symboles stéréotypés pour en faire un produit de consommation à haut volume et que se dévalue le produit authentique fait à la main. Êtes-vous allé au musée McCord voir porter son identité? Exposition permanente, importante, formidable. Nadia Mir, qui a agi comme commissaire, une Anishinaabe. Dans cette exposition-là, on voit le perlage traditionnel, des chemises de chasse, des mocassins. On voit aussi le volet historique,
mais on voit aussi l'artiste contemporain comme Maria Hupfield qui a fait le jingle dress, une robe en papier qui symbolise la danse de jingle dress, la danse de clochette, c'est la robe aux clochettes. Traditionnellement, une fille qui veut danser avec la robe à clochette va mettre 365 clochettes après sa robe. Chaque clochette représente une journée, une prière. Elle va danser pour sa famille qui est malade, pour quelqu'un dans la communauté. Elle va danser pour guérir. Elle va danser pour se rappeler de la souffrance de ses ancêtres. Elle va danser pour les ancêtres à venir. Maria Hupfield, elle a fait la robe. Puis sur chaque clochette, elle a mis le nom d'une danseuse de pow-wow traditionnelle qui danse le jingle dress pour se remémorer de toutes les femmes assassinées et disparues. Chaque danseuse au Canada, il y en a 365 qu'elle a identifiées. Maintenant, l'appropriation culturelle, elle est partout parce qu'on se dit les Autochtones, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui fait partie d'un passé lointain. Moi, j'ai ouvert un incubateur culturel et économique au cœur du Vieux-Montréal qui s'appelle l'Espace culturel Aashugan. Aashugan, qui est un mot enraciné dans les langues algonquines, qui veut dire le pont. Moi, je fais le pont entre les communautés du Nord et le marché au Sud. Mais les artistes n'ont pas juste besoin d'une économie inclusive. On a 200 ans d'impuissance acquise. Fait que j'ai mis sur pied un modèle circulaire qui reflète les valeurs autochtones pour adresser le manque d'outils à comprendre l'accès au marché, le manque d'outils pour la professionnalisation des artistes et de créer un espace qui est 100% autochtone où la retombée économique retourne à l'artiste, dans la communauté. Mais l'appropriation culturelle, moi, je me bats contre plus de 60 boutiques qui vendent des produits qui sont faits en Chine. Les gens arrivent et voient le mocassin fait à la main par la noukoum, par la grand-mère. Ils disent, c'est bien cher. Parce qu'ils sont habitués de voir des mocassins à 29,99 faits en Chine. Mais si on n'arrête pas l'importation de ces produits-là, on va continuellement dévaluer la pratique artistique traditionnelle. Fait que nous, dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait beaucoup de démocratisation culturelle. On explique l'histoire de l'art, l'impact de la colonisation et le déplacement des nations pour donner un vent de respiration à la ressurgence. Donc, je vous invite à venir me voir. J'ai une petite note qui dit « Une minute. » Merci. Nadine, vous l'avez faite à quelques reprises, cette présentation? Non. Non? En fait, j'ai répondu à tes questions, M. Uzel, et puis... mais j'avais emmené un sticker ici d'un artiste autochtone de Toronto. Tu sais, le mot « Redskins Ouais. ». Les gens disent « Ah, ben c'est pas si pire, c'est Redskins. On fait honneur aux Autochtones. » Mais c'est un étampe qui avait été fait avec Spix, Chinks. Imagine avoir une équipe de sport qui s'appelle Chinks ou Spix ou Wetbacks. Je pense qu'il y aurait le monde... Un tollé. Oui. Fait que Redskins doit partir. Bon, manifestation. Ceci est dit. Nous prenons les questions pour une dizaine de minutes. Ensuite, nous prendrons une pause et nous reviendrons en table ronde avec les spécialistes, les juristes. Donc, vous pouvez adresser des questions à tous les intervenants qui sont là, plus spécifiquement Katia Rock, Marco Cagliari et Nadine Saint-Louis. Oui, je vous en prie. Moi? Oui, Katia. Est-ce que tu penses, avec ton parcours, que ce que tu as fait... Oui, mais c'est plus Katia. Que ce que tu as fait cette année, le contexte, c'était plus le contexte. Est-ce que tu penses que maintenant, c'est plus à même de faire plus d'activités, ce type-là de rencontres avec différentes chanteurs de différentes cultures au Québec qu'il y a, quand tu as commencé, il y a une vingtaine d'années? Penses-tu que le contexte, que le fait qu'il y a toute la question de réconciliation et tout ça aide beaucoup? Et que penses-tu que ça va être, tu vas pouvoir poursuivre? Ou quel est ton point de vue par rapport au fait qu'il y a la réconciliation et la commission Vérité et Réconciliation, le rapport a été déposé, et après,
Est-ce que tu penses que tu pourras poursuivre ou tu penses qu'il y aura peut-être encore une redisparition de ces projets? C'est un peu ton point de vue Non, sur... mais je vois un peu Ouais, c'est ça. l'univers de tout Anaïs, ça. a 5 questions là-dedans. Anaïs et Anaïs. Mais Tu pourras répondre aussi, Nadine, hein, si tu veux. elle va répondre. parce que Vous répondrez... J'entends ses pensées. Là, tu sais. Il y a 20 ans passés, je te dirais que ça aurait été plus difficile. Aujourd'hui, avec la réconciliation, le budget vient de là. Ça fait 10 ans que je pense à ce projet-là, puis ça fait plusieurs... J'ai essayé, il y a 10 ans passés, ça n'a pas marché. Mais je suis une tête dure, puis je me suis dit, je vais réussir. Parce que je veux que ça se fasse, je veux que ça se réalise. Puis aujourd'hui, avec Trudeau, puis tout ce qui se passe, je dis pas que c'est plus facile, mais le budget m'a permis de réaliser ce grand rêve-là. Fait que ça s'en va où? J'espère que ça s'en va dans des futurs partenariats, dans des beaux projets qui vont continuer parce que j'en présente d'autres et je m'organise pour que les autres projets arrivent aussi. Moi, j'aimerais parler de conciliation. Parce que la réconciliation, c'est d'assumer qu'on avait une relation qui était saine. Puis elle a déjà existé. Puis qu'il y a eu une structure, puis là, on va réparer ça. Là. Il y a peut-être une relation entre les gouvernements fédéraux et les communautés autochtones, mais entre la population générale, comme M. Marco ici, qui dit « Je ne suis pas au courant », mais c'est pas le seul. Les gens, moi j'ai entendu des gens dire, je traversais le parc La Vérandrie, puis j'ai jamais su qu'il y avait des communautés autochtones à côté de nous, là. Fait que je pense que la conciliation, c'est d'établir un lien entre l'autochtonie et le public général, et aussi entre les nations autochtones. Parce que la colonisation, elle a eu un impact non seulement sur les Allochtones, mais sur les Autochtones aussi. Puis il y a une colonisation interne, puis il faut changer le dialogue. Monsieur Trudeau, il y a des beaux mots, c'est formidable. Ça l'a amené une belle conscientisation sociale. Mais si les politiques écrites ne changent pas, parce que le pouvoir est sur le document. Si tu n'es pas dans le document, tu ne feras pas partie du monument. Ça, j'ai compris ça il y a longtemps. Puis le monument, ça peut être la télévision, ça peut être les médias, ça peut être la culture, ça peut être l'équité, ça peut être la cohésion économique. Si on n'est pas dans les politiques écrites, on ne fera pas partie du développement des programmations. Mais maintenant, le plus gros trouble, c'est entre ce que les gouvernements disent puis les fonctionnaires. Fait qu'une démocratisation à faire, une importante éducation à la réalité culturelle autochtone. Moi, je me suis fait dire par un fonctionnaire, je sais c'est quoi d'être la diversité. J'ai vécu à Ottawa en tant que francophone. OK? Mais je suis sérieuse. Puis c'est quelqu'un qui travaille dans les arts. OK? Fait il faut changer les mots. On n'est pas de la diversité, on vient d'ici. Si on perd la culture autochtone, on ne peut pas aller ailleurs la chercher. Elle vient d'ici. On a une responsabilité sociale pour la ressurgence, pour la sauvegarde. Mais le rapport de vérité et réconciliation, il faut avoir une volonté au niveau institutionnel. Il faut changer la façon de faire. Il faut éduquer les gens. Puis il faut commencer à l'école primaire. Il n'y a pas 2 nations. Ce pas des Algonquins puis des Iroquois. Il y en a 11 au Québec. Il y a 60 nations au Canada. Qu'on commence à donner les vrais chiffres, les vrais noms, et d'arrêter de regarder ça. On a divisé ça linguistiquement comme on a fait avec l'Europe. Changer la lentille colonisatrice à partir de première année. Prenez, on les a appris les provinces, qu'on apprenne les nations. Moi, c'est ça que je dis. Au niveau de la réconciliation, il faut 2 choses. Changer les institutions et d'emmener l'éducation. Merci. Ah, merci. Mais est-ce que ce dossier-là est ouvert en ce moment? Le dossier? D'éduquer, de former, En Ontario, oui. Écoute, en OK. Ontario, dans les écoles, OK. ça fait partie du curriculum, mais le Québec est en arrière. OK. Mais il y a quelqu'un sur le cas en ce moment? Un politicien? Je vote pour toi, Marco. Oui, une autre question. Il y a deux personnes au micro. On va prendre les 2 questions et ensuite, ce sera la pause café. Merci. Sylvie Anne Siwi-Trudel, à Atensik Masque Théâtre. Alors, la question, j'en ai 2. Ça, c'est correct?
En fait, Katia, félicitations pour ton travail. Je voudrais répondre à une question, par exemple. Oui, il y en a du travail au Québec pour éduquer les gens. Il y a eu des livres faits par des Québécois qui nous ont épaulés à faire des livres d'histoire, rétablir les choses dans les écoles. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont étudié à l'université maintenant. Et puis, ils ont fait un beau travail encore. Mais c'est toujours à poursuivre. En fait, la question de la langue Anishinaabe est parlée dans toute l'Amérique du Nord, sur les termes de cris, tout ça. Puis, vous avez jamais pensé, ça, je radote, là, je sais, mais ça fait longtemps que je parle comme une réforme de la langue Anishinaabe, au moins d'en faire une générale, aller chercher avec la réconciliation puis d'autres argents, de l'argent pour vous installer ensemble pour faire une langue commune, puis que nos colloques, nos choses se fassent en Anishinaabe. Je parle pas de la langue iroquoienne parce que ici, les Wendat, on est iroquois, mais on ne la parle plus. On va chercher des sous, on connaît ça, les subventions. On va la remettre au monde. Et moi, je le fais dans mes pièces de théâtre depuis 30 ans, 35 ans, mais il faut que ce soit en français en majeure partie ou en anglais. J'ai essayé de travailler avec des gens à la radio, ici à Montréal, puis on m'a dit qu'il faut que ce soit audible des gens, pareil comme ce que tu as vécu. Et les Iroquois, les Ganenkahaga, à Ganawage, eux autres, ils ont leur radio, mais ça s'arrête là. On ne l'a pas à Montréal. Ça devrait être entendu partout. Donc, il y a des choses à faire comme ça. Est-ce que vous les avez fait, ce travail-là, pour parler à nos gens dans nos communautés pour qu'ils fassent des travaux pour que ça soit entendu? Je ne sais pas qui veut prendre la question des langues. Moi, j'ai un Nadine, problème avec l'idée de l'Amérique du Nord parle l'Anishinaabe. Au Québec, on a 7 langues parlées couramment qui sont très distinctes entre l'Inuimun et le Cri. Oui. Je l'ai il y eu, a ce des discours-là. racines. Je m'excuse, je l'ai eu, ce discours-là. Ça fait 30 ans que je suis ici, à travailler à Montréal. Et je l'ai entendu. On me l'a répondu, je vais vous le dire. Ils veulent pas perdre un mot des langues. Puis moi, je trouve que c'est une urgence. Ils parlent de plus en plus français ou anglais, puis ils chicanent dans les rues en français ou en anglais. Moi, ça fait 30 ans que j'y vais dans les communautés, puis je l'ai vu, je l'entends, que c'est fini. Si on fait pas ça, c'est difficile. Mais il va survivre au moins la racine de toute cette langue-là, qui est majoritairement parlée en Amérique. C'est des mots à prendre, les mots qui sont le plus dits, pour commencer, comme péda, donne-moi, je l'entends tout le temps partout, puis ça veut dire la même chose. Oui, les racines sont semblables. Mais je veux juste répondre à ta question. Ensuite, dans la on va langue passer à une autre personne qui attend derrière. La langue je pense que Inuimun, c'est important à entendre, d'entendre deux autochtones qui se parlent de problèmes qui sont à l'intérieur de nos communautés. Ça, c'est important. Moi, j'ai produit aussi un colloque avec Evelyne Saint-Onge à Sept-Îles en 2009 qui s'appelait Inuimun, Inuitun. Puis c'était justement de rassembler les aînés et les jeunes parce que la technologie, la modernité avançait et la langue, l'action disparaissait. Si tu ne dépeces pas un caribou, tu ne vas pas utiliser le mot dépecer. Si tu ne bêches pas, si tu ne fais pas de la babiche, si tu ne fais pas l'action, tu n'utilises pas le mot. Fait qu'eux étaient plus concentrés sur réclamer l'action pour la sauvegarde de la langue. Les Anishinaabe parlent comme ça, mais avec des mots. Ta question. Oui, c'est correct. Mais les Anishinaabe vont plus loin chez les Anishinaabe qu'on appelle algonquins. Ils parlent des langues modernes. Ils traduisent des mots en français pour dire des camions, des autos en Anishinaabe.
OK. C'est Tout ce que ça je qu'il veux faut dire, faire mais aussi. Tout ce que je veux dire, c'est au progresser. Québec, il y a 7 langues, ils sont parlées. Oui. Sabrina Godbout, elle enseigne. Je vais dans dehors. les écoles pour le Mais, dire. Ce que vous dites. si vous voulez poursuivre le dialogue, parce que si vous voulez poursuivre le dialogue à la pause café, ce serait parfait. J'aimerais laisser la parole à une autre personne derrière qui attend depuis un petit bout. Ouais, Merci. c'est correct, c'est passionnant, puis tout le monde on a Merci. ce sujet à discuter. Donc, bonjour, merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les panélistes. C'est vraiment des témoignages très intéressants. Puis moi, c'est ça. Moi, je suis d'origine mexicaine depuis l'année 2000 au Québec. Puis ça, je voulais juste avoir la réponse à ma question des panélistes. C'est que nous, au Mexique, on a aussi plusieurs peuples autochtones, puis on a une histoire un peu semblable à celle de peuples ici, historiquement parlant aussi. Puis là, ça, moi, je vais avec une expérience personnelle. Moi, je suis dans un syncrétisme, un métissage qui était fait au Mexique, puis je pense que dans toute l'Amérique. Puis nous, on ne l'a pas comme tel demandé. C'est venu comme ça. C'est la rencontre entre deux cultures qui s'est fait un peu d'une façon violente. Au Mexique, comme on sait déjà, c'était le peuple espagnol qui est arrivé. Puis là, finalement, c'était comme assez semblable ici, mais d'une autre façon, c'était comme détruit la culture autochtone et tout ça. Puis là, on vient avec... de cette rencontre, il y a une certaine société métissée dans laquelle je peux m'inclure. On a perdu langue et tout. Puis, historiquement parlant, on n'était pas ni associé aux Espagnols qui étaient là, ou des fils d'Espagnols qui étaient nés au Mexique. Et puis de l'autre côté, on n'était pas non plus reconnus comme autochtones. On était entre les deux. On était comme dans les néants. Puis de nos jours, il y a comme une certaine quête de où est-ce qu'on est. On s'est inventé un peu la culture latino-américaine. On est des latinos, on aime la salsa, tout ça. On est ça les métis finalement. Mais il y a une certaine partie de ces métis qu'on veut entrer en contact avec nos racines autochtones. Est-ce que ça devient l'appropriation culturelle? Puis c'est ça, la question du métissage. Oui, la question du métissage. À quel moment on devient voleur de nos racines qui nous ont été niées? Oui. Puis on est où dans ces deux mondes? On n'est pas espagnol, on n'est pas... Est-ce que vous étiez là hier? Oui, c'était... André Dudemaine a un peu répondu. André Dudemaine, qui était là à la rencontre, a un peu répondu en quelque sorte à cette question-là. Mais j'invite quand même Nadine et Katia, peut-être. Nadine qui a des racines écossaises et moi, je suis Mi'kmaq, métissée. donc... Ça, elle, ça, métisse, ça. OK, oui. Donc, peut-être votre perspective à vous pour vos réflexions. Moi, je pense que l'appropriation culturelle, c'est quand tu prends quelque chose pour en exploiter et en faire un gain. La réclamation, se réclamer de quelque chose qui nous a été volé et de l'apprivoiser pour retrouver une identité dans nos valeurs et notre spiritualité, je ne vois pas ça comme une appropriation culturelle. Je pense que c'est ton droit humain en tant que victime de colonisation. Les Espagnols, c'est les colonisateurs de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et puis ici, c'était les Anglais puis les Français. C'est les trois grands colonisateurs. Mais le peuple métissé, justement, le but était d'acculturer les gens pour qu'ils s'assimilent. L'assimilation était essentielle pour éliminer les Autochtones. Mais aujourd'hui, avec la ressurgence, la conscientisation de la culture puis du mal qui a été fait historiquement, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Azteca, qui était sur la colonisation quand Christophe Colomb est arrivé au Mexique. Il y avait 5 fois plus de population au Mexique qu'il y en avait en Espagne. Puis 80% des gens ont été tués sur contact. Fait que tu vois, si
si tu as du sang des Aztèques, des Pueblos, des gens autochtones, c'est un survivant. C'est un guerrier de la survivance, tu comprends? Pour moi, c'est ton droit de réclamer l'identité de tes ancêtres et de l'assumer. Merci. Oui. Je prends une dernière question de la personne qui est juste derrière. Ensuite, on va passer à la pause café. Puis je sais que je coupe un peu, mais comme il y a d'autres panélistes et on ne veut pas terminer à 19h ce soir, je vous en prie, votre question. Oui. Anne-Marie Tézine, j'enseigne la littérature au Cégep Édouard Montpetit. Merci, bonjour et merci. Ce qu'a dit Nadine m'interpelle parce que l'éducation, c'est super important. Les jeunes à l'école, ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Alors c'est sûr que si on ne parle pas des autochtones entre 1760 et Oka, eh ben les jeunes, ils pensent que ça n'existe pas, il n'y en a pas. Et dans mon collège, on commence à être très sensibilisés. On enseigne des auteurs autochtones, on fait venir Mouliat est venu au Cégep Édouard Montpetit. C'est au contact des artistes que les jeunes vont apprendre, connaître, reconnaître la littérature autochtone. Et là, je veux juste vous dire une chose. J'ai reçu une anthologie de littérature québécoise et, à ma grande surprise, Natacha Canapé-Fontaine est dedans. Je suis enchantée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes Nadine Saint-Louis, Alexis Martin, Katia Rock et Marco Caglieri de s'être déplacés. Nous revenons, il est quelle heure? Il est 10h47. On se laisse 10 minutes pour bouger un peu nos jambes. Et puis on va revenir ici à 11h pour poursuivre le colloque. Merci, Caroline. Oui, attendez une minute. Oui, attends une minute. Je fais juste essayer. Merci à toi. Oui, mais je pense que la lumière n'est pas super belle. Non, je veux juste faire ça ici, ça ici, ça comme ça. Déjà, 11, 5 minutes. Oui, OK.